J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo sans FaceTime puisque j'avais envie de vous raconter une histoire. Et donc, pour cela, je pensais que c'était plus intéressant de faire dans ce format-ci que je faisais un petit moment. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quel format vous préférez. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Tartier. Pourquoi j'ai choisi Tartier? Parce que déjà, c'est une histoire assez inspirante. Mais surtout, ça reste une des histoires de mode de laquelle on parle le moins. C'est vrai que voilà, on a énormément de vidéos sur Chanel, Dior, tout ça, un petit peu moins sur Tartier. Donc je me suis dit que voilà, c'était un petit peu sympa de voilà, de se baser sur ceci aujourd'hui et de vous en parler. Donc il faut le savoir, Tartier c'est une maison française qui a été fondée à Paris, puisque le créateur de Tartier, donc lui, François Tartier, est né à Paris. D'ailleurs, c'est de son nom devient le nom de la maison Tartier. Et il est plus particulièrement né au 19e siècle. Donc voilà, il est né à Paris en 1819 et il a été en fait apprenti chez Adolphe Pitard, si j'étais pas bêtise, non, pas Pitard, mais voilà, chez un joaillerie en tout cas, voilà, un monsieur qui faisait des montres en fait à Paris. Et en fait, sa vie va changer à 28 ans. À l'âge où il avait 28 ans, donc en 1847, puisqu'il va acheter en fait le magasin dans lequel il était joaillier. Voilà, donc ça montre à tel point en fait, d'un simple petit apprenti, c'est lui maintenant qui dirigeait les rênes de l'endroit où il travaillait. Et en fait, il va vraiment vouloir en fait have an expense. Il va vraiment vouloir changer la marque. Et il veut pas juste d'une petite marque petite, toute mignonne, tu sais. Non, lui, il a franchement envie d'autre chose. Il a envie d'une marque qui va grandir, d'une marque qui va évoluer. C'est ce qui va arriver en 1870, puisque ceux qui ne savent pas, en 1870, eh ben, il y a eu une révolution, une vague de révolte sur la capitale française. Ce qui a causé en fait que l'aristocratie, ils avaient besoin d'argent, parce que tu vois, ils avaient peur pour eux-mêmes. Et donc, pour en fait ce besoin d'argent, t'avais l'aristocratie, ils vont décider de vendre leurs bijoux, puisqu'ils ne pouvaient pas accéder aux banques pour un délire et tout, bref, ils ne pouvaient pas accéder aux banques, donc ils vont décider de vendre en fait leurs bijoux. Et c'est là que va venir Tartier, puisque en un an, donc l'année de la Révolution, entre guillemets, il va racheter tous les bijoux de l'aristocratie. Et en fait, c'est vraiment ce qui va un petit peu changer l'histoire de Tartier, si je me suis pu dire. Et en 1871, il va posséder une bonne partie de la joaillerie française, puisqu'il avait beaucoup de bijoux. En fait, il avait racheté à cette aristocratie qui avait finalement repris sa place. Donc, après un an de la Révolution, de la déliotite, c'était passé à Paris. Bref, je sais pas trop comment appeler ça. Ça s'appelait la Commune de Paris. Et donc, en fait, là, Tartier, il est bien posé, il a de quoi travailler, il a de la bonne matière. Et si tu veux, en fait, il va commencer à travailler avec du tout son fils et avec ses petits-fils. Donc, Tartier, il a trois petits-fils qui sont du tout Pierre, lui et Jacques. Donc, Pierre, il est né en 1878, lui en 1871 et Jacques en 1884. Et ses petits, en fait, les fils en l'occurrence, puisque et ben, le fils de Tartier s'appelait Alfred Tartier et ses fils en l'occurrence, voilà, je vous les ai déjà présentés, mais eux en fait en 1899 vont totalement reprendre les rênes de l'entreprise familiale et vont d'ailleurs l'appeler Alfred Tartier et fils, donc voilà, et ils vont en fait tout simplement se décider de se séparer pour en fait vraiment partir sur un aspect beaucoup plus, tu vois, mondial, puisque c'était le but de leur part. C'est vrai que leur grand-père, lui, il était plus dans l'aspect français, pas forcément sortir et tout. C'était un ambitieux, mais pas un grand ambitieux, c'était pas comme leur part. C'est lui, en fait, va se décider de tout simplement séparer l'entreprise et de partir, en fait, sur trois branches dans trois pays. Chose qui va, en fait, que ses fils vont faire, puisque, en fait, il y en a un qui va rester à Paris, l'autre va dans la boutique originale Tartier, l'autre va ouvrir la boutique de Londres en 1902 et l'autre va ouvrir la boutique Fifth Avenue de New York en 1909 en fait. Et voilà. Ils vont commencer à travailler ensemble. Chacun va un petit peu développer de son côté. Et Tartier va énormément grandir. Et surtout parce que les frères avaient des caractéristiques assez différentes. On avait un qui était beaucoup plus dans le business, l'autre qui était plus dans la créativité. Ce qui a forcément fait que, voilà, ils étaient très différents les uns des autres. Et ça a d'ailleurs donné naissance à Tartier qu'on a aujourd'hui. Tartier va énormément grandir et va énormément évoluer, il va devenir une des marques de joaillerie les plus connues au monde dans cette aristocratie, mais aussi finalement surtout dans le monde
beau dans le beau monde. C'était pas forcément une marque accessible aux yeux de tous et c'est ce qui va d'ailleurs un petit peu lui donner sa valeur au début puisque c'était vraiment un petit peu la marque de luxe, pas dans le mode de laisser au début. Bon, aujourd'hui je sais que c'est très mainstream et tout sur les réseaux sociaux c'est très connu, mais à l'époque ce n'était nullement pas le cas. Et d'ailleurs en fait il y a une toute qui dit we must build up an anniversary that responds to the mood of the public by producing articles which have a visual function but which also are decorated in a trashy style. Et donc en fait ils vont décider de créer des pièces qui sont pas juste en fait des pièces belles, ils vont aussi créer des pièces qui sont utiles, dont on aura des bijoux mais aussi des boîtes à bijoux, des youyous en or, des trucs vraiment très très chers mais très, tu sais, très luxury. Et en fait Cartier elle va aussi connaître un implant grâce à un événement, plutôt à un de leurs bijoux, qui est la Bad Trinity. Alors ceux qui ne connaissent pas la Bad Trinity ou la Bad Infinité en français, me semble que ça s'appelle, c'est tout simplement une des bagues les plus chères de Cartier, mais aussi une des bagues les plus prestigieuses. Et ce qui va faire en fait vraiment la renommée des Trinity, c'est le fait que ce soit en fait une bague qui n'était pas forcément la bague destinée à être, puisque bon, tu sais, Cartier c'est très blind blind, c'était vraiment très bijou à l'époque, c'était pas, voilà, c'était des beaux de blind blind, et donc forcément en fait le fait que là ils vont se décider de créer un modèle qui va être très très simple, mais qui représente à la fois un petit symbolique, puisqu'on a les trois frères, mais surtout trois anneaux, donc chaque anneau il représente telle chose dont on a amour, éternité et amitié. Et c'est vrai que cette bague finalement en fait il va plutôt avoir un changement dans l'histoire de la marque. D'ailleurs c'est une de leurs bagues les plus connues puisque on l'a vu sur les Man, Little Tidman et aussi de tout sur la bague de Lady Diana notamment. D'ailleurs la bague de Little Tidman il me semble qu'elle coûtait 73 000 euros, des choses comme ça, mais franchement tu vois c'était du luxe quand même. Et en fait malheureusement l'avènement tragique de Cartier, ça va être que les deux des trois frères vont mourir en 1942, à quelques mois d'écart. Et ça va être vraiment tragique en fait, puisque un avait 58 ans, l'autre avait 67 ans. Et on était en plus en plein, tu sais, deuxième guerre mondiale, donc pas forcément l'époque la plus cool en soi. Et donc en fait, la marque va vachement fall down, mais en fait, elle va quand même renaître de ses cendres, et ça notamment grâce à Jeanne Toussaint. Donc, Jeanne Toussaint, je sais pas comment on prononce son nom exactement à la dame, je suis désolée. Mais elle, en fait, elle va vraiment inventer le spirit animal de la maison, puisqu'on a deux animaux qui sont en l'occurrence la panthère, et voilà, un autre animal, mais la panthère, et le lait à part. Mais la panthère, c'est vraiment l'animal le plus connu en l'occurrence. C'est un petit peu le truc de la marque, et ça venait notamment de Jeanne, qui, elle, en l'occurrence, sur ses murs, avait la décoration de la panthère, et elle était renommée par ça. Et donc, en fait, elle va vraiment changer l'histoire de sa marque en ajoutant, en fait, énormément, tu sais, de beauté. Elle va vraiment rendre de Cartier une marque très jolie, très blind, mais très, je sais pas comment expliquer, mais vraiment, elle a donné énormément de choses à Cartier. Et malheureusement, en fait, après, en l'occurrence, quelques années, Cartier va de nouveau subir un problème qui est en fait la branche Cartier, après la mort en fait du dernier frère, et ben elle va être en fait vendue séparément. Ce qui va faire qu'en fait la branche de New York et la branche de Londres n'appartiendront plus à la famille Cartier, mais en fait il ne resteront plus que les magasins de Paris qui sont reliés aux magasins de Hong Kong, de Genève, de Munich et de Paris. Donc c'est les quatre magasins qui restaient. Et en fait ça va être un petit peu la merde pour la marque, même si elle était vraiment en expansion et c'était une très belle marque. Mais en fait en 1972 on va de nouveau avoir un héros. Donc en fait on a monsieur Robert Haute qui va venir et qui va se dire qu'en fait il va racheter tous les boutiques Cartier. Donc même si ça n'appartenait plus du tout à la marque Cartier ou plutôt à la famille Cartier, ça appartenait toujours à Robert Haute, donc la marque appartenait au même monsieur, qui a d'ailleurs en fait décidé de réunir toutes les choses et qui a énormément fait pour que Cartier soit une bonne marque, notamment en rendant ça une marque beaucoup plus accessible aux yeux du grand public, avec notamment le bracelet Love. Mais vraiment en fait ce qu'il a fait des bijoux sans diamant, donc des bijoux tout est beaucoup moins cher que les bijoux en diamant ou en pierre, tout est extrêmement cher forcément. Ce qui a fait sa renommée, et forcément Cartier a eu du succès auprès du grand public, auprès de pas mal de personnes qui ne pouvaient pas se le permettre avant. Malheureusement Cartier va reconnaître de nouveau une histoire tragique, puisque
En 1979, Monsieur Robert Hood va de mourir et donc forcément en fait ça va être compliqué parce que le héros vient de mourir et qu'on sait pas quoi faire alors qu'il a fait 60 ans. Il va se faire malheureusement mourir dans un accident de voiture et c'est sa fille en fait Nathalie Hood qui va reprendre la direction de la marque. Alors aujourd'hui Tartier c'est une marque qui attire énormément, qui est très retenue, c'est un des grandes renommées du luxe et les presses en fait dans tous les pays du monde. Alors il faut savoir, Tartier s'est fait racheter en 1988 par le groupe Richemont. Donc voilà, aujourd'hui elle c'est plus une marque indépendante entre guillemets, si je puisse dire ça comme ça. C'est une marque qui appartient à un groupe, mais voilà, il faut savoir, Tartier ça reste un des plus grands noms du luxe. Et une des marques qui a finalement réussi à le mieux s'en sortir, parce qu'on le sait tous, mais c'est une marque qui est sortie et qui est passée par la première, la deuxième guerre mondiale, qui est passée par beaucoup de crises économiques, mais qui a quand même réussi à survivre, chose que beaucoup de marques de joaillerie n'ont pas pu faire. Donc je pense que c'est vraiment un modèle de résilience, c'est un modèle de pourquoi pas, et surtout voilà ça montre qu'en fait finalement tout se template et que une seule personne ne peut pas tout faire clairement. Et voilà, c'est aujourd'hui terminé, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si jamais vous kiffez ce format de mode, voilà on parle un petit peu plus de l'histoire de la mode. On se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt, salut.